5 années à peine, mais une révolution complète dans les champs français, de 1969 à 1974, sous la présidence de Georges Pompidou, la France a vu naître 10 tracteurs qui allaient transformer son agriculture. Mais l'un d'entre eux cachait un secret que même ses propres acheteurs ignoraient, il ne portait pas toujours le même nom selon le pays où il roulait. Restez jusqu'au bout pour découvrir lequel. Bienvenue sur Tragrock. Le Mans, 18 décembre 1967, les chaînes de l'usine Renault, qui emploient bientôt près de 10 000 personnes, lancent la production d'un tracteur qui allait devenir l'un des plus vendus de toute l'histoire de la marque aux losanges, le Renault 56. 44 chevaux, une silhouette orange devenue familière dans toutes les campagnes françaises et surtout une fiabilité qui allait faire sa réputation pendant 6 années de production continue jusqu'au 31 juillet 1973. Quand Georges Pompidou entre à l'Élysée en juin 1969, le 56 roule déjà depuis 18 mois sur les exploitations françaises. Mais c'est bien sous sa présidence que la production atteint son rythme de croisière, avec une usine du Mans tournant en 3/8, capable de sortir jusqu'à 200 tracteurs par jour. Au total, 17 458 exemplaires du 56 sortiront des chaînes Manceau, un chiffre qui témoigne de l'appétit insatiable de l'agriculture française pour la motorisation, en pleine accélération du remembrement des terres et de l'exode rural. L'usine du Mans elle-même avait une histoire déjà ancienne au moment où le 56 entre en production. Fondée en 1920 pour désengorger le site historique de Billancourt, elle avait d'abord servi d'atelier de réparation et de scierie, avant de connaître un développement industriel majeur à partir de 1938, avec la fabrication de chenillettes légères pour l'armée française. La production de tracteurs agricoles proprement dite y débute en 1941 et ne cessera plus de croître jusqu'au rachat de l'activité par classe au tout début des années 2000. Techniquement, le 56 n'avait rien de révolutionnaire. Un moteur diesel robuste, une mécanique simple à entretenir pour des agriculteurs qui devaient souvent réparer eux-mêmes leur matériel faute de concessionnaires à proximité. Mais cette simplicité même faisait sa force dans une France rurale où la modernisation agricole avançait à marche forcée depuis le début des 30 Glorieuses, sans que les infrastructures de maintenance ne suivent toujours au même rythme dans les campagnes les plus reculées. Les archives conservées par l'Amicale du tracteur Renault, association de passionnés qui recense aujourd'hui encore chaque exemplaire connu de ce modèle, permettent de retracer avec une précision remarquable la date exacte de fabrication de nombreux exemplaires encore en circulation, certains ayant traversé plus de 50 ans sans jamais quitter la même exploitation familiale. Cette longévité exceptionnelle, rare pour un matériel agricole soumis à une utilisation aussi intensive, témoigne de la qualité de conception initiale du 56, capable de résister à des décennies d'usage sans perdre sa fonctionnalité essentielle. Ce tracteur, dont nous reparlerons à la toute fin de cette liste, pour une raison que vous n'imaginez sans doute pas, incarne à lui seul l'esprit de cette période, une France qui produit vite, qui vend beaucoup et qui exporte parfois bien plus loin que ce que l'on pourrait croire en regardant simplement sa calandre orange familière. Avant de continuer, écrivez-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez. À la fin des années 60, Renault fait un pari qui aurait semblé impensable une décennie plus tôt, produire des tracteurs de plus de 70 chevaux. Jusque-là, la marque aux losanges avait toujours privilégié le cœur de gamme, ces tracteurs de taille moyenne adaptés aux fermes familiales qui constituaient l'essentiel du parc agricole français. Avec les modèles 94 et 96, Renault s'attaque pour la première fois sérieusement au segment des grosses exploitations céréalières, celles du bassin parisien et de la Beauce, où la surface cultivée exigeait une puissance que les tracteurs traditionnels ne pouvaient non plus offrir. Cette montée en gamme n'était pas un simple choix marketing, elle reflétait une transformation profonde de l'agriculture française sous la présidence de Georges Pompidou, marquée par une concentration accélérée des exploitations. Les petites fermes de polyculture, incapables de dégager une rentabilité suffisante face à la hausse continue des coûts de production, cédèrent progressivement la place à des exploitations plus vastes, mécanisées à outrance, capables d'amortir l'achat d'un tracteur de forte puissance sur une surface bien plus importante qu'auparavant. Cette période coïncide d'ailleurs avec la poursuite active de la politique de remembrement rural engagée depuis les années 50, un processus administratif complexe visant à regrouper les parcelles morcelées héritées du droit successoral français en unités d'exploitation plus vastes et plus rationnelles.
Les tracteurs de forte puissance comme le 94 et le 96 trouvaient tout leur sens dans ce nouveau paysage agraire où de grandes parcelles rectangulaires remplaçaient progressivement le patchwork historique des lopins de terre traditionnels, permettant enfin une mécanisation à grande échelle jusque-là impossible. Le 94 et le 96 partageaient une architecture mécanique robuste, pensée pour tirer de lourds outils de travail du sol sur de longues journées et longues journées de labour, sans les pannes récurrentes qui pouvaient immobiliser une exploitation en pleine période de semis ou de récolte. Cette fiabilité, associée à la puissance nouvellement disponible, permettait aux agriculteurs équipant leurs fermes de ces modèles de traiter des surfaces 2 à 3 fois supérieures à ce qu'un tracteur de la génération précédente aurait pu accomplir dans le même temps. Cette gamme haute ouvrait la voie à une escalade technique que Renault allait poursuivre sans relâche pendant toute la décennie suivante, chaque nouvelle génération de tracteurs repoussant un peu plus loin les limites de puissance disponibles pour l'agriculteur français, dans une course à la productivité qui allait redessiner en profondeur le paysage rural de tout le pays, bien au-delà des seules années Pompidou. Simaninenam. Pour les agriculteurs qui découvraient ces nouveaux modèles lors des grandes foires agricoles régionales, comme celle de Rennes en Bretagne ou celle de Chalon-sur-Marne en Champagne, la puissance affichée du 94 et du 96 représentait presque un objet de fierté, un symbole tangible de la réussite de leur exploitation dans un contexte où la taille et la modernité du parc de matériel agricole devenaient progressivement, aux yeux des voisins et de la communauté rurale environnante, un indicateur social de la prospérité économique d'une ferme. Ces foires agricoles, moment fort du calendrier rural français, rassemblaient chaque année des dizaines de milliers de visiteurs venus comparer les différentes offres des constructeurs, échanger avec les représentants commerciaux et, pour les plus fortunés d'entre eux, signer directement sur place l'achat d'un nouveau tracteur. L'ambiance qui y régnait, mélange de foire commerciale et de rassemblement social, contribuait largement à façonner les choix d'achat des agriculteurs, bien au-delà des seules fiches techniques publiées dans les catalogues officiels des constructeurs. En 1970, Denis Bergette est nommé directeur de la division du matériel agricole chez Renault. Sa mission est claire, consolider la position de la marque sur les gammes basses et moyennes tout en réussissant coûte que coûte le lancement de la nouvelle gamme haute, celle qui doit propulser Renault au sommet du marché français des gros tracteurs. C'est dans ce contexte que naît le Renault 98, un tracteur de 100 chevaux qui introduit une innovation encore rare à l'époque, la direction hydrostatique généralisée. Cette technologie, qui remplace la direction mécanique traditionnelle par un système hydraulique offrant une précision et une légèreté de manœuvre inédite, représentait un bond technique considérable pour un tracteur de cette puissance. Sur un tracteur classique de 100 chevaux, tourner le volant en bout de champ après plusieurs heures de labour représentait un effort physique réel cumulé au fil d'une longue journée de travail. La direction hydrostatique changeait radicalement cette expérience, réduisant la fatigue de l'opérateur de manière significative, un argument commercial de poids pour convaincre les agriculteurs les plus exigeants de franchir le pas vers cette nouvelle génération de tracteurs. Les ingénieurs du Mans avaient également généralisé le système tracto-contrôle avec des améliorations notables portant sur la réduction de la vitesse de descente des outils portés, un détail technique apparemment mineur mais qui changeait concrètement le quotidien des agriculteurs, manipulant des charrues ou des herses lourdes plusieurs heures par jour. Un outil qui descendait trop rapidement pouvait endommager le sol, casser un soc de charrue sur un obstacle imprévu ou tout simplement rendre le réglage de la profondeur de travail imprécis et fastidieux pour l'opérateur. Mais c'est un détail resté largement méconnu du grand public qui rend cette période particulièrement fascinante. En parallèle du 98 commercialisé, les ingénieurs de Renault travaillent sur un prototype encore plus ambitieux, un tracteur de 145 chevaux, une puissance qui, au début des années 70, relevait presque de la science-fiction agricole pour un constructeur français. Ce prototype ne verra jamais la commercialisation sous cette forme précise, mais il témoigne de l'ambition dévorante qui animait Renault durant ces années charnières, prête à explorer les limites absolues de ce que la technologie de l'époque pouvait offrir. Cette course à la puissance, menée en coulisses loin des salons agricoles où le grand public découvrait seulement les modèles définitivement commercialisés, illustre bien l'esprit d'innovation qui traversait l'industrie française du tracteur sous la présidence Pompidou, une période où l'on osait rêver plus grand, plus puissant, quitte à ce que certains de ces rêves ne dépassent jamais le stade du prototype expérimental testé loin des regards, dans le plus grand secret des ateliers Manceau.
Ce prototype de 145 chevaux, dont les archives internes de Renault Agriculture conservent aujourd'hui encore quelques photographies et documents techniques, ne trouvera jamais sa place dans le catalogue commercial de la marque durant les années Pompidou, la demande du marché français pour une puissance aussi extrême restant au début des années 70 encore trop marginale pour justifier l'investissement industriel considérable qu'aurait nécessité sa production en série. Il faudra attendre encore plusieurs années et l'accélération continue de la concentration des exploitations agricoles françaises pour que de telles puissances deviennent enfin monnaie courante sur le marché national. 1972. Renault vise une nouvelle fois la clientèle des fermes moyennes, celle qui avait toujours constitué le cœur historique de sa stratégie commerciale en lançant le Renault 651. Fabriqué à l'usine du Mans, ce tracteur de 65 chevaux répond à une critique récurrente adressée aux générations précédentes. Le manque de rapport de boîte de vitesse, souvent limité d'Ibourg à 6 rapports avant et un seul rapport arrière, sans synchroniseur pour faciliter les changements de vitesse en conditions de travail. Cette critique n'était pas anodine pour les agriculteurs de l'époque. Sur un tracteur dépourvu de synchroniseur, chaque changement de vitesse imposait à l'opérateur de marquer un temps d'arrêt, débrayer complètement, positionner le levier au point mort, réembrayer brièvement pour synchroniser manuellement les régimes avant de repasser le rapport souhaité, toute une manœuvre répétée des centaines de fois au cours d'une seule journée de labour. Cette contrainte, apparemment mineure prise isolément, représentait cumulée sur une saison entière une perte de temps et d'énergie considérable pour l'exploitant. Le 651 corrige ce défaut avec une boîte proposant 3 gammes comprenant chacune 4 rapports avant synchronisés, plus un rapport arrière offrant à l'agriculteur une souplesse d'utilisation bien supérieure à celle des tracteurs Renault antérieurs. Son moteur diesel MWM, fournisseur habituel de la marque, 4 cylindres pour une cylindrée totale de 3770 cm3, développe sa puissance à 2350 tours par minute, avec une prise de force arrière tournant à 540 tours par minute, totalement indépendante du reste de la transmission. Mais l'innovation la plus significative de ce modèle réside ailleurs. Une version à 4 roues, motrice, dénommée 650 et 1.4, équipée d'un pont avant moteur fabriqué par l'italien Carraro Agritalia. Cet accord industriel avec Carraro marque un tournant stratégique majeur pour Renault qui abandonne peu à peu la fabrication interne de tous ses composants au profit de partenariats ciblés avec des spécialistes étrangers, une pratique qui deviendra la norme dans toute l'industrie du tracteur au cours des décennies suivantes. Vendu à près de 25 000 exemplaires, toutes versions confondues, entre 1972 et 1980, le 651 confirme la formule qui avait déjà fait le succès du Renault D22 dans les années 50 et du 56 que nous avons découvert au début de cette liste, viser sans relâche la clientèle des fermes moyennes françaises, plutôt que de se disperser sur des segments de marché plus étroits, mais potentiellement plus rentables à court terme. La masse à vide en ordre de marche de ce tracteur, 2745 kg pour la version standard et 3110 kg pour la version à 4 roues motrices, témoigne bien de l'évolution constante vers des machines toujours plus lourdes et plus robustes, capables d'encaisser sans broncher les contraintes mécaniques imposées par des outils de travail du sol eux-mêmes de plus en plus imposants. Cette prise de poids progressive, observable sur l'ensemble de la gamme Renault durant cette période, reflétait directement les exigences croissantes d'une agriculture intensive en pleine expansion. Le succès commercial durable du 651, qui restera au catalogue Renault pendant 8 années consécutives, confirme rétrospectivement la justesse de ce choix stratégique de cibler prioritairement les fermes moyennes, plutôt que de se lancer dans une course effrénée à la puissance maximale, une stratégie qui distinguait Renault de certains concurrents plus enclins à privilégier systématiquement les gros tracteurs destinés aux exploitations les plus vastes du pays. Nanterre, 1969. Someca, la société de mécanique de la Seine, née en 1952 du rachat de la division tracteur de la MAP par Simca, lance le 900, un tracteur qui incarne à lui seul toute la stratégie industrielle du groupe italo-français depuis ses origines. Fabriqué la même année où Georges Pompidou accède à la présidence de la République, ce tracteur illustre parfaitement comment l'industrie française du machinisme agricole se retrouvait à cette époque de plus en plus étroitement imbriquée avec les capitaux et les technologies italiennes de Fiat. L'histoire de cette filiation industrielle mérite d'être rappelée. Depuis 1934, la Société anonyme française des automobiles Fiat importait puis fabriquait sous licence, dans une usine de Nanterre, des automobiles Fiat, tout en important également des tracteurs Fiat et Steyr sur le marché français.
C'est en 1951 que Simca vient au secours de la société MAP, en difficulté financière en rachetant sa division tracteur agricole, posant ainsi les fondations de ce qui deviendrait Someka l'année suivante. Le premier tracteur Fiat Someka, le DA50, dérivait directement de cette absorption industrielle initiale. Depuis 1958, Someka appartenait au groupe Simca Industries, avant d'être définitivement intégré à Fiat Trattori à partir de 1966, 3 ans à peine avant le lancement du 9 cents. Cette intégration progressive se traduisait concrètement par une adoption toujours plus systématique des mécaniques Fiat Trattori sous licence, la marque Someka conservant son nom commercial français tout en s'appuyant de plus en plus lourdement sur l'ingénierie transalpine pour concevoir ces nouveaux modèles. Le 900 visait clairement le segment des exploitations de taille respectable, celles qui avaient les moyens d'investir dans un tracteur puissant capable d'assurer l'essentiel des travaux lourds de la ferme, du labour profond au transport de charges importantes. Sa robustesse mécanique, héritée directement du savoir-faire industriel de Fiat, en faisait une valeur sûre pour des agriculteurs français de plus en plus attentifs à la fiabilité de leur matériel, dans un contexte où chaque jour d'immobilisation pour panne pouvait coûter cher en pleine saison de récolte. Ce tracteur, aujourd'hui recherché par les collectionneurs de matériel agricole ancien à travers toute la France, incarne bien cette période charnière où Someka, tout en gardant une identité commerciale française reconnaissable, glissait inexorablement vers une intégration technique complète avec son actionnaire italien, une évolution qui allait se poursuivre et s'accélérer tout au long des années Pompidou. Les petites annonces Kilmo spécialisées dans le matériel agricole ancien, consultées aujourd'hui par des milliers de passionnés à travers toute la France, témoignent encore de la popularité persistante de ce modèle, dont certains exemplaires bien entretenus continuent de circuler lors de rassemblements de tracteurs anciens organisés chaque été dans différentes régions, où propriétaires et curieux se retrouvent pour partager leur passion commune envers ces machines qui ont façonné l'agriculture française d'une génération entière d'exploitants. Ces rassemblements, souvent organisés par des associations locales de bénévoles passionnés, permettent également de documenter avec précision l'histoire de chaque exemplaire survivant, retraçant parfois plusieurs générations d'une même famille d'agriculteurs ayant exploité le même tracteur pendant des décennies avant de le restaurer avec soin pour le présenter fièrement lors de ces manifestations dédiées au patrimoine agricole français. 1970, Someka complète sa gamme avec le 670, un tracteur diesel 4 cylindres qui allait connaître une carrière commerciale suffisamment longue pour se retrouver aujourd'hui encore régulièrement proposé lors des ventes aux enchères de matériel agricole vintage à travers toute la France. Ce modèle contemporain exact des premiers mois de la présidence Pompidou illustre bien la stratégie de gamme large que Someka déployait à cette époque avec des tracteurs échelonnés du 450 jusqu'au 900, permettant à chaque exploitation, quelle que soit sa taille, de trouver un modèle adapté à ses besoins précis. Le moteur OMC03, qui équipait le 670, désigné dans les catalogues techniques de l'époque, témoignait de cette collaboration mécanique toujours plus poussée avec Fiat, dont les blocs moteurs se retrouvaient, avec des adaptations mineures sur plusieurs modèles distincts de la gamme Someka. Cette mutualisation industrielle, qui permettait de réduire les coûts de développement tout en maintenant une offre commerciale diversifiée, deviendra une pratique standard dans toute l'industrie du tracteur au cours des décennies suivantes, bien au-delà du seul cas Someka. Pour l'agriculteur français de l'époque, choisir un Someka plutôt qu'un Renault relevait souvent d'une question de préférence régionale ou de fidélité à un réseau de concessionnaires local, plus que d'une différence technique fondamentale entre les deux marques. Les deux constructeurs se livraient en une concurrence acharnée sur le marché intérieur français, chacun cherchant à convaincre l'agriculteur que son tracteur offrait le meilleur rapport entre fiabilité, puissance et facilité d'entretien, dans un contexte où le bouche à oreille entre voisins agriculteurs comptait souvent davantage que n'importe quelle campagne publicitaire nationale. Ce phénomène de fidélité régionale, bien documenté par les historiens du machinisme agricole français, s'expliquait aussi par des considérations pratiques très concrètes. Un agriculteur ayant investi dans un premier tracteur d'une marque donnée avait tout intérêt, lors de son renouvellement de matériel, à rester fidèle à cette même marque, ne serait-ce que pour continuer à bénéficier de la connaissance approfondie qu'il avait acquise de la mécanique concernée, ainsi que du stock de pièces détachées compatibles qu'il avait pu accumuler au fil des années d'exploitation de son matériel précédent. Les concessionnaires locaux, souvent de petites entreprises familiales implantées dans les chefs-lieux de canton depuis plusieurs générations, jouaient également un rôle décisif dans cette fidélité de marque.
Un mécanicien de campagne connaissant parfaitement les particularités techniques d'une gamme Someka, capable de dépanner en urgence un agriculteur en pleine moisson, représentait une valeur ajoutée considérable que peu d'exploitants étaient pour moins prêts à sacrifier simplement pour économiser quelques milliers de francs sur l'achat d'un tracteur concurrent, aussi performant fût-il sur le papier. Si cette histoire vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Tragrock et activez la cloche. Il nous reste 4 tracteurs à découvrir et le dernier d'entre eux va enfin vous révéler le secret que nous vous avons promis en tout début de cette vidéo. 1971, Someka frappe un grand coup en présentant le 1000, un tracteur qui allait durablement marquer la réputation de la marque française auprès des exploitants les plus exigeants. Ce modèle, apparu au beau milieu du premier mandat présidentiel de Georges Pompidou, représentait l'aboutissement d'une stratégie industrielle patiemment construite depuis le rachat de la division tracteur de la MAP par Simca 2 décennies plus tôt. Le 1000 s'imposait immédiatement comme l'un des tracteurs les plus puissants disponibles sur le marché français de l'époque, destiné aux exploitations céréalières de grande taille qui se multipliaient alors dans le bassin parisien, en Beauce et dans les riches terres à blé de Picardie. Cette montée en gamme répondait directement aux mêmes logiques économiques qui poussaient Renault, au même moment, à développer ses propres modèles de plus de 70 chevaux, une agriculture française en pleine concentration où seules les exploitations suffisamment vastes et mécanisées pouvaient espérer rester rentables face à la hausse continue des charges d'exploitation. Les plaines de Picardie et de Beauce, avec leur sol limoneux profond parmi les plus fertiles d'Europe, constituaient un terrain de conquête commerciale particulièrement disputé entre Someka et Renault durant cette période. Ces régions où la taille moyenne des exploitations dépassait déjà largement la moyenne nationale offraient aux constructeurs de tracteurs puissants un marché naturel, des agriculteurs disposant à la fois de la surface suffisante pour justifier l'investissement et des revenus nécessaires pour financer l'achat d'un matériel aussi coûteux qu'un tracteur de forte puissance. Ce tracteur bénéficiait pleinement de l'expertise industrielle italienne de Fiat, désormais actionnaire majoritaire, incontesté de Someka depuis 1966. Les ingénieurs turinois, forts d'une expérience considérable dans la conception de gros tracteurs pour le marché italien, transposaient directement sur le 1000 des solutions techniques éprouvées, adaptées ensuite aux spécificités du marché agricole français par les équipes de Nanterre, dans un processus de collaboration transalpine qui deviendra la norme absolue pour tous les futurs modèles Someka des décennies suivantes. Le succès commercial du 1000 ouvrira d'ailleurs la voie, quelques années plus tard, à un modèle encore plus imposant, le 1300, dont nous parlerons dans un prochain chapitre de cette liste, confirmant que Someka, loin de se contenter du segment intermédiaire qui avait fait sa réputation initiale, visait désormais ouvertement le sommet absolu du marché français des tracteurs de forte puissance. Les catalogues commerciaux Someka de l'époque, aujourd'hui précieusement conservés par les associations de passionnés de matériel agricole ancien, mettaient en avant la robustesse du 1000 à travers des campagnes publicitaires soulignant sa capacité à travailler sans faiblir dans les conditions les plus exigeantes, un argument commercial qui trouvait un écho particulier auprès d'agriculteurs ayant vécu, pour certains d'entre eux, les pénuries de matériel de l'immédiat après-guerre et qui accordèrent une valeur toute particulière à la fiabilité mécanique plutôt qu'aux seuls arguments de confort ou d'esthétique. Someka ne voulait pas laisser à Renault le monopole de l'innovation en matière de motricité intégrale. Alors que la marque aux losanges développait son accord avec Carraro pour équiper le 651 d'un pont avant moteur, Someka répondait de son côté avec le 780 DT, une version à 4 roues motrice de sa gamme intermédiaire, désignée par ce sigle DT pour double traction, terminologie qui deviendra progressivement standard dans toute l'industrie française du tracteur au cours de la décennie suivante. Cette course à la traction intégrale, menée en parallèle par les 2 principaux constructeurs présents sur le sol français, répondait à une réalité agronomique concrète. Les terres lourdes et argileuses de nombreuses régions françaises, particulièrement difficiles à travailler après les pluies d'automne ou au sortir de l'hiver, exigeaient une motricité que les tracteurs à 2 roues, motrices traditionnelles, peinèrent de plus en plus à offrir, à mesure que les outils tractés devenaient eux-mêmes plus lourds et plus large pour répondre aux exigences de productivité croissante. Le bocage normand en particulier, avec ses parcelles encaissées entre haies et talus, ses sols souvent gorgés d'eau une bonne partie de l'année en raison du climat océanique caractéristique de la région, représentait un défi mécanique bien différent de celui posé par les grandes plaines céréalières de Beauce ou de Picardie. Les agriculteurs normands, habitués à composer avec des parcelles de taille modeste et des conditions d'humidité chronique,
trouvaient dans la traction intégrale un allié précieux pour continuer à travailler leurs terres sans s'enliser, même après plusieurs jours de pluie continue. Le 780DT permettait ainsi aux agriculteurs équipant des terrains difficiles, notamment dans les régions de bocage normand ou dans certaines zones vallonnées du Massif central, de continuer à travailler leurs terres dans des conditions météorologiques qui auraient immobilisé un tracteur classique. Cette capacité à intervenir plus tôt au printemps ou plus tard en automne, sans attendre un ressuyage complet des sols, représentait un avantage compétitif réel pour les exploitations équipées de ce type de matériel capable de gagner plusieurs jours précieux sur le calendrier cultural. Cette double approche renote avec son partenariat industriel Carraro et Someka, avec sa propre solution technique interne, illustre bien la diversité des stratégies déployées par les constructeurs français durant les années Pompidou pour répondre à une même demande fondamentale du marché. Plus de motricité, plus de polyvalence et une capacité d'intervention élargie sur des sols toujours plus difficiles à exploiter avec la mécanisation traditionnelle héritée des décennies précédentes. Les essais comparatifs réalisés à l'époque par les revues techniques spécialisées dans le machinisme agricole soulignaient régulièrement les mérites respectifs de ces deux approches, sans qu'aucune ne parvienne réellement à s'imposer de façon décisive sur l'autre. Le système Carraro de Renault offrait une robustesse éprouvée sur le marché italien depuis plusieurs années, tandis que la solution interne développée par Someka bénéficiait d'une intégration plus poussée avec le reste de la chaîne de transmission du tracteur, chaque approche ayant ses propres partisans parmi les agriculteurs et les revendeurs de matériel agricole de l'époque. 1974. La date mérite qu'on s'y attarde car elle coïncide exactement avec les derniers mois de la présidence de Georges Pompidou, mort en fonction le 2 avril de cette même année. C'est dans ce contexte si particulier que Someka lance le 1300, le tracteur le plus puissant jamais commercialisé par la marque française jusque-là, succédant directement au 1000 présenté 3 ans plus tôt et déjà décrit dans cette liste. Le 1300 incarnait l'aboutissement ultime de la stratégie de montée en gamme, poursuivie sans relâche par Someka depuis le début des années Pompidou. Ce tracteur visait ouvertement les exploitations céréalières les plus vastes de France, celles capables d'absorber l'investissement conséquent que représentait l'achat d'une telle machine, mais aussi de rentabiliser pleinement sa puissance sur des centaines d'hectares de blé, d'orge ou de betteraves sucrières dans les plaines les plus fertiles du bassin parisien et du nord de la France. Mais ce lancement intervient à un moment particulièrement troublé pour l'économie française. Le premier choc pétrolier, déclenché en octobre 1973 par la guerre du Kippour et l'embargo décrété par les pays exportateurs de pétrole, avait déjà commencé à faire sentir ses effets sur les coûts de production agricole, le carburant représentant une part croissante des charges d'exploitation pour n'importe quel agriculteur équipé de matériel motorisé. Someka lançait ainsi son tracteur le plus gourmand en carburant précisément au moment où le prix de ce même carburant s'envolait de manière spectaculaire sur les marchés internationaux. Le gouvernement français, confronté à cette crise énergétique sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, multiplie durant cette période les mesures d'urgence. Limitation de vitesse sur les routes, restrictions sur le chauffage des bâtiments publics, campagnes officielles appelant les Français à réduire leur consommation d'énergie. L'agriculture, secteur historiquement peu concerné par ce type de restrictions en raison de son caractère jugé essentiel à la sécurité alimentaire nationale, n'échappe pourtant pas totalement à cette atmosphère générale de sobriété forcée, les coopératives agricoles commençant elles-mêmes à s'interroger sur la pertinence de continuer à investir dans des tracteurs toujours plus gourmands en carburant. Cette coïncidence tragique entre l'ambition industrielle d'un constructeur et le contexte économique mondial le plus défavorable qui soit illustre bien la fin brutale d'une époque, celle de l'insouciance énergétique des Trente Glorieuses, où la puissance et la taille des tracteurs semblaient ne pouvoir croître indéfiniment sans jamais se soucier du coût du carburant nécessaire pour les faire fonctionner. La mort de Pompidou, quelques semaines à peine après le lancement du 1300, marque symboliquement la fin de cette période d'expansion sans limite pour l'agriculture mécanisée française. Les mois qui suivent la disparition du président voient d'ailleurs l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée en mai 1974, un changement de génération politique qui accompagne presque symboliquement cette bascule économique majeure. L'agriculture française, qui avait connu sous Pompidou une croissance quasiment ininterrompue de sa mécanisation,
allait devoir désormais composer durablement avec des coûts énergétiques bien plus élevés, une contrainte qui pèsera sur les choix d'investissement des exploitants pendant toute la décennie suivante, les poussant progressivement vers une recherche d'efficacité énergétique que l'industrie du tracteur des années Pompidou n'avait jusque-là jamais eu vraiment à considérer comme une priorité de conception. Et voici enfin le secret promis en tout début de cette vidéo. Souvenez-vous du Renault 56, ce tracteur orange devenu si familier dans les campagnes françaises, décrit dans le tout premier chapitre de cette liste. Ce que la plupart des Français ignorent, c'est qu'en 1970, Renault signe un accord industriel avec l'américain Alice Chalmers pour fournir des tracteurs basés directement sur le 56, mais vendus aux États-Unis sous une marque radicalement différente, Alice Chalmers elle-même. Entre 1969 et 1973, exactement 6193 exemplaires de ce tracteur français traversent ainsi l'Atlantique, rebadgés, repeints aux couleurs d'Alice Chalmers, vendus à des fermiers américains qui n'avaient probablement jamais entendu parler de Renault Agriculture, ni de l'usine du Mans où leur tracteur avait pourtant été entièrement conçu et assemblé. Rien que pour la seule année 1969, 2395 unités partant ainsi vers les États-Unis, un chiffre considérable pour un accord industriel resté largement méconnu du grand public français. Cette pratique, aujourd'hui couramment désignée sous le terme anglais de badge engineering, consistant à vendre un même produit industriel sous des marques différentes selon les marchés géographiques visés, n'était pas propre au seul secteur automobile ou agricole. Elle répondait à une logique économique implacable. Plutôt que d'investir des sommes considérables dans le développement d'un réseau commercial et d'une image de marque entièrement nouvelle sur un marché étranger, il était souvent bien plus rentable de s'appuyer sur la notoriété déjà établie d'un partenaire local, quitte à effacer totalement, aux yeux du client final, l'origine réelle du produit qu'il achetait. Cette histoire révèle quelque chose d'essentiel sur l'industrie française du tracteur pendant les années Pompidou. Derrière chaque calandre, chaque logo, chaque identité de marque soigneusement construite pour rassurer l'agriculteur français, se cachait souvent une réalité industrielle bien plus complexe, faite d'accords internationaux, de rebadgage discrets et de collaborations transfrontalières que le grand public ne soupçonnait pas. Le tracteur que vous pensiez connaître, avec sa silhouette et ses couleurs si typiquement françaises, pouvait très bien rouler de l'autre côté de l'Atlantique sous un tout autre nom pour des fermiers qui ignoraient tout de son origine réelle. Cette pratique n'était d'ailleurs pas isolée. Someka elle-même, comme nous l'avons vu tout au long de cette liste, s'appuyait de plus en plus lourdement sur les technologies et les mécaniques Fiat, brouillant elle aussi les frontières entre ce qui était véritablement français et ce qui relevait d'une collaboration industrielle internationale plus large. Les années Pompidou, présentées souvent comme l'apogée d'une industrie française conquérante, étaient en réalité déjà profondément mondialisées, bien avant que ce mot n'entre dans le vocabulaire courant des économistes. L'accord Renault-Alice-Chalmers connaîtra d'ailleurs une suite logique quelques années plus tard, lorsque les deux entreprises approfondiront encore leur collaboration industrielle, Renault fournissant progressivement des composants et des châssis pour plusieurs autres modèles destinés au marché nord-américain. Cette relation privilégiée entre un constructeur français et un géant industriel américain, nouée précisément durant les années Pompidou, témoigne d'une réalité économique que peu d'observateurs contemporains avaient pleinement saisie à l'époque. La mondialisation de l'industrie du tracteur ne datait pas des années 80 ou 90, mais s'était déjà solidement enracinée dès le tout début des années 70, dans la plus grande discrétion commerciale. Dites-nous en commentaire quel tracteur de cette liste vous a le plus surpris et abonnez-vous à la chaîne Tragrock en activant la cloche pour ne manquer aucune prochaine histoire sur les machines qui ont façonné les campagnes françaises. 10 tracteurs, 5 années et une industrie française déjà mondialisée bien avant l'heure. Des oranges du Mans aux rouges de Nanterre, ces machines ont façonné l'agriculture des années Pompidou. Abonnez-vous à Tragrock pour d'autres histoires comme celle-ci. À bientôt.